Comment choisir ses chaussures de trail ou de running? C'est une question cruciale qu'on se pose toutes et tous. Et la réponse à cette question me semble être loin d'être simple. Quand on regarde toutes les caractéristiques qu'il peut y avoir d'une chaussure, comme le poids, le confort, l'amorti, le drop et les contrôles de pronation, de supination, ou encore la présence de plaques carbone, ça fait de nombreux paramètres à prendre en compte. Mais en comprenant mieux les caractéristiques techniques des chaussures, il me semble possible de faire de meilleurs choix, de tomber plus juste. Avec ce Scientific Day, mon but, c'est de vous aider, grâce à la littérature scientifique, à choisir vos chaussures de trail et de running en répondant à des questions comme quelle est l'importance du confort dans le choix d'une chaussure? Est-ce que des chaussures légères sont pertinentes en ultra-trail? Comment est-ce que le drop affecte le risque de blessure? Après avoir écouté cet épisode, vous aurez toutes les clés en main pour choisir la chaussure adaptée à votre pratique, votre morphologie et vos objectifs de course. Allez, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Chaussures à son pied, partie 1. Alors, comme je vous l'ai dit, choisir une chaussure de trail ou de running de manière générale peut être complexe. Les tests matériels que je réalise sur la chaîne avec Courir Mieux peuvent aider, mais parfois, tester plusieurs paires avant de trouver le type de chaussure qui nous correspond parfaitement, c'est compliqué. Et pour commencer cet épisode sur comment choisir ses chaussures de running, je trouve intéressant de vous parler de l'étude de Fifeal en 2024. Ces auteurs se sont justement intéressés aux facteurs qui influencent le choix des chaussures de course à pied en magasin, quand on est dans une boutique et qu'on doit choisir une paire. Ils ont considéré à la fois ce qui amenait un individu à préférer une paire plutôt qu'une autre et au contenu du discours des vendeurs qui peuvent influencer eux aussi le choix qu'on va faire. Parmi les 101 coureurs et 38 vendeurs sondés dans cette étude, les facteurs les plus cités par les coureurs pour choisir leurs chaussures étaient le confort, qui est subjectif et souvent déterminé par l'amorti et le fit, et les analyses de foulée qui sont proposées en magasin. Les personnes choisissent également en fonction des conseils des vendeurs. Cependant, cette étude montrait que les conseils donnés en magasin ne sont pas toujours fiables ni toujours scientifiquement fondés. Les connaissances et le bien fondé des conseils qu'on peut recevoir quand on va dans un magasin peuvent parfois être questionnés. Et il me semble utile, moi personnellement, de bien comprendre les caractéristiques techniques des chaussures pour, a priori, affiner nos choix et mettre toutes les chances de notre côté afin de moins se tromper. Avant de continuer, je vous propose de prendre un instant pour comprendre de quoi est constituée de manière générale une chaussure de trail, une sorte d'anatomie de la chaussure de trail et de running. Généralement, dans un modèle, on retrouve les éléments suivants, à savoir les crampons, la structure de la semelle extérieure qui permet l'accroche sur des terrains techniques, parfois de formes différentes entre différentes paires de chaussures. Il y a aussi le contrefort, qui est la partie rigide au talon et qui stabilise et soutient l'arrière du pied. On retrouve parfois des éléments de contrôle de la pronation et de la supination qui sont intégrés pour stabiliser et corriger, si besoin, la posture du pied lors de la pose à la course. On retrouve également les lacets qui permettent l'ajustement de la chaussure, la languette qui protège le pied de la pression que peuvent exercer les lacets, le mesh qui est généralement en matière respirante et flexible, qui recouvre l'empeigne et qui favorise la ventilation. Parfois, c'est en matériaux qui sont spécifiques comme le matrix ou le ripstop. On a également souvent un pare-pierre, une espèce de protection à l'avant de la chaussure qui préserve des chocs contre, par exemple, des rochers. C'est optionnel, mais des fois on retrouve également une plaque carbone qui est souvent intercalée dans la semelle intermédiaire, qui a pour but d'améliorer la propulsion et la rigidité longitudinale de la chaussure. Également, de manière optionnelle, on retrouve des renforts latéraux qui protègent et renforcent les côtés de la chaussure pour augmenter la stabilité du pied. Là aussi, de manière optionnelle, on peut avoir des rockers avant et ou arrière, qui est en fait une espèce de courbure de la semelle, facilitant une transition plus fluide entre l'attaque du talon, la propulsion vers l'avant. Ensuite, on retrouve la semelle intérieure, qui est souvent amovible et qui offre un premier niveau d'amorti et de confort. On a aussi la semelle intermédiaire, c'est le principal amorti de la chaussure qui absorbe les chocs lors de l'impact au sol. Et enfin, on retrouve la semelle extérieure, qui est une partie qui est en contact directement avec le sol et qui offre l'adhérence et la durabilité grâce à des matériaux spécifiques. Lorsque moi je choisis une chaussure de trail, il y a plusieurs caractéristiques, plusieurs critères qui me semblent essentiels à considérer, à savoir le poids, qui influence directement l'économie de course, l'accroche, qui est cruciale pour les terrains techniques, la rigidité longitudinale et transversale, qui va affecter la stabilité, la présence d'une plaque carbone ou non, qui améliore la propulsion, l'amorti, qui est indispensable pour réduire les impacts, le drop, qui est la différence de hauteur entre l'amorti au talon et l'amorti à l'avant du pied, et enfin le maintien, avec des technologies comme le contrôle de la pronation ou le maintien du talon au niveau du contrefort. Si l'accroche et la rigidité longitudinale ont peu été étudiées dans la littérature, des recherches solides existent pour d'autres aspects, et je vous propose de les approfondir à partir des données disponibles, pour mieux les comprendre et mieux choisir vos futures chaussures de trail. Et dans cet épisode, je vous propose de commencer avec le poids. L'économie de course, c'est un indicateur clé de la performance. Il est souvent mesuré à travers la demande en oxygène pour une vitesse donnée.
La méta-analyse de Fuller et al. En 2014 s'est penchée sur l'impact de différents paramètres des chaussures, dont le poids, l'amorti et la rigidité longitudinale sur l'économie de course de coureurs d'endurance. Après avoir analysé 15 études, ce qui représente au total 243 participants, les chercheurs ont montré une corrélation directe entre le poids des chaussures et la consommation d'oxygène. Plus les chaussures sont lourdes, plus le coût du déplacement est élevé. À partir d'un poids de 220 grammes, en 42 hommes, ce coût est stable, mais au-delà, il se dégrade et en dessous, il s'améliore. Cette méta-analyse indique donc qu'opter pour des chaussures légères permet, dans une certaine mesure, d'améliorer l'économie de course. Donc ok, on sait maintenant que les chaussures légères, les chaussures presque minimalistes, présentent des avantages clairs pour l'économie de course. Cette étude révèle aussi que la différence la plus significative se manifeste lorsqu'on compare des chaussures dites lourdes à des modèles plus légers. Ce qui signifie qu'en choisissant des chaussures légères, vous pouvez réduire votre consommation d'oxygène et par conséquent améliorer vos performances. Cependant, il est important de rappeler que ces résultats sont basés sur des études conduites entre 1985 et 2014. Moi, je trouve ça particulièrement intéressant à souligner parce que les avancées technologiques des dernières années, comme par exemple les nouvelles mousses, les plaques carbone, ne sont pas prises en compte dans cette étude, ce qui peut limiter l'applicabilité directe des conclusions que je viens de vous proposer aux chaussures actuelles. Et maintenant, je voudrais vous parler d'un contexte spécifique, celui de l'ultra-trail. En ultra, les distances sont longues, les terrains accidentés et les chaussures légères présentent néanmoins certaines limites qu'il faut garder en tête. Par exemple, d'après Millet et al. En 2012, bien que les chaussures légères soient préférables pour l'économie de course sur des distances plus courtes, elles peuvent devenir problématiques en ultra-trail. En effet, elles exigent une plus grande activation des muscles fléchisseurs plantaires, c'est-à-dire les mollets, qui sont déjà fortement sollicités sur ce type d'épreuve. Cette sollicitation accrue augmente les risques de fatigue musculaire, ce qui peut se traduire par une augmentation des forces d'impact, notamment en descente. Cette augmentation entraîne des dommages musculaires probablement plus prononcés, en particulier dans les cuisses, les quadriceps, qu'on aimerait bien préserver en ultra. Dans le cadre de l'ultra, le poids des chaussures aurait donc un intérêt moins prononcé, contrairement aux distances plus courtes. En effet, la fatigue musculaire devient le principal facteur à prendre en compte, ce qui limiterait alors l'intérêt des chaussures légères dans le contexte de l'ultra-trail. La méta-analyse de Fuller et al. En 2014 souligne qu'il est essentiel de replacer les résultats que eux mettent en avant dans le contexte des courses préparées, en termes de distance, de dénivelé, de durée et surtout de volume d'entraînement. En plus de l'effet sur l'économie de course des chaussures légères et minimalistes, il faut quand même souligner qu'elles présentent des risques potentiels pour la santé des coureurs. Fuller et al. En 2014 mettent en évidence que, bien que les chaussures minimalistes améliorent le coût énergétique, elles peuvent augmenter le risque de blessure. Par exemple, l'étude de Ridge et al. Qui a été conduite en 2013 a montré que des œdèmes osseux apparaissent parfois chez les coureurs qui passent à des chaussures minimalistes, même après une transition progressive de 3 mois. Ces résultats suggèrent que l'adoption de chaussures légères, voire minimalistes, doit être faite avec beaucoup de prudence. Les résultats de Chung et Ngai en 2016 confirment d'ailleurs ces observations. Et leur méta-analyse a montré que, bien que les chaussures légères améliorent le coût énergétique comparativement à des modèles plus lourds, elles peuvent aussi entraîner des risques accrus de blessures. En particulier sur des distances longues ou en situation d'entraînement intensif, l'utilisation de chaussures minimalistes peut exposer les coureurs à des dommages qu'ils appellent musculo-squelettiques, notamment à cause de l'excès de force appliquée sur le pied et les membres inférieurs. On reparlera de tout ça dans la partie 3 avec mon invité. Moi, il me semble que l'essentiel à retenir de ces études, c'est que le choix des chaussures peut inclure le poids des chaussures, mais ne doit pas se limiter à ce dernier. Il doit prendre en compte le type de course, la durée et le terrain. Pour les courtes distances, des chaussures légères peuvent en effet maximiser la performance en améliorant l'économie de course. Toutefois, pour des courses plus longues, comme des formats longs ou des ultra-trails, où la fatigue musculaire devient un facteur limitant de la performance, des chaussures plus protectrices pourraient s'avérer plus adaptées, offrant un compromis entre économie de course et protection. Une autre caractéristique qui peut nous amener à choisir une chaussure plutôt qu'une autre est son drop. L'étude menée par Malissou et al. En 2016 a cherché à déterminer si le drop, donc la différence de hauteur entre l'amorti à l'avant du pied et celui au talon, d'une chaussure impacte le risque de blessure. Et contrairement à la majorité des études qui comparent des chaussures minimalistes à des modèles traditionnels, c'est-à-dire qui mélangent de nombreux paramètres dans une seule comparaison, cette expérimentation s'est concentrée uniquement sur l'effet du drop en isolant 3 niveaux, 10 mm, 6 mm et 0 mm. Le tout à travers un essai contrôlé randomisé impressionnant avec de nombreux participants, ce qui en fait une étude très sérieuse et fiable. Cet essai a impliqué au total 553 coureurs et coureuses, qui étaient répartis aléatoirement en 3 groupes selon le drop de la chaussure qu'ils avaient reçu.
Tous les participants étaient en bonne santé et n'avaient pas utilisé de chaussures minimalistes dans les 12 mois précédant l'étude. Ils devaient courir au moins une fois par semaine. Ils étaient suivis pendant 6 mois pour évaluer l'apparition ou non de blessures liées à la course à pied. Et de plus, après avoir répondu à un questionnaire, les coureurs étaient classés en 2 catégories. Les coureurs réguliers, c'est-à-dire qui avaient couru régulièrement pendant les 12 mois précédant l'étude, et les coureurs dits occasionnels, c'est-à-dire qui n'avaient pas couru régulièrement pendant les 12 mois qui précédaient l'étude. Sur l'ensemble des participants, environ 25% se sont blessés pendant la période de l'étude. Cependant, contrairement aux hypothèses des auteurs, il n'y avait aucune différence significative dans le risque de blessure entre les différents groupes, les différents drops, c'est-à-dire drop 0, drop 6 et drop 10. Les analyses supplémentaires ont révélé des résultats différents. Ils ont montré que les coureurs occasionnels, soit ceux qui n'avaient pas couru régulièrement durant les 12 mois précédant l'étude, se blessaient moins en utilisant des chaussures à faible drop, entre 0 et 6 mm. Alors que les coureurs réguliers se blessaient moins avec des chaussures à drop élevé, c'est-à-dire à drop de 10 mm. Ce résultat suggère que l'effet du drop sur le risque de blessure dépend du niveau d'expérience, de l'intensité de l'entraînement et du volume d'entraînement que vous allez avoir. En effet, les auteurs émettent l'hypothèse que les coureurs occasionnels, qui sont moins expérimentés, bénéficieraient des petits drops qui encourageraient une foulée plus protectrice, tout en permettant un développement progressif de la musculature adaptée à la course. En revanche, chez les coureurs réguliers, l'accumulation de volume d'entraînement avec ce type de drop bas augmente les contraintes sur les muscles et les tendons, au-delà d'un certain seuil. Alors, ces petits drops seraient prédicteurs de blessures et les chaussures à drop élevé seraient plus appropriées, plus protectrices. Je vous propose également une petite parenthèse sur un autre résultat de cette étude. Les analyses ont aussi montré que les coureurs s'entraînant plus fréquemment, c'est-à-dire avec plus de séances à pied par semaine, étaient aussi ceux qui se blessaient le plus pendant l'étude. Ce résultat souligne que la fréquence d'entraînement joue un rôle central dans le risque de blessure et des entraînements en course à pied trop fréquents pourraient augmenter ce risque. Les auteurs avancent l'idée de trouver une fenêtre optimale de fréquence d'entraînement et personnellement, je pourrais mettre ce résultat en relation avec les nombreux entraîneurs et les travaux qui soulignent l'intérêt de l'entraînement croisé. Autrement dit, au-delà d'une certaine fréquence d'entraînement, peut-être qu'il est intéressant d'enlever une séance à pied au profit d'une séance à vélo ou deux, et évidemment de séances en musculation, comme vous l'avez compris dans l'épisode, qui est disponible en ligne sur la musculation en trail. Aussi, en fait, en alternant les pratiques, par exemple musculation, cyclisme, trail, on a une approche de l'entraînement qu'on pourrait dire croisée, qui pourrait limiter la fréquence des entraînements à pied, laissant ainsi le temps au système de récupérer, de se régénérer, tout en continuant à développer diverses capacités. En d'autres termes, l'entraînement croisé permettrait de répartir la charge entre différentes pratiques et donc entre différentes structures du corps, au lieu de concentrer celle-ci sur une seule. Pour revenir sur l'étude de Malissou et al. En 2016, en conclusion, on peut dire que ces auteurs recommandent aux coureurs occasionnels de privilégier des chaussures à faible drop pour bénéficier d'une meilleure adaptation biomécanique et éviter les blessures. En revanche, les coureurs réguliers, plus expérimentés, avec un volume d'entraînement élevé, devraient envisager des chaussures à drop élevé, mieux adaptées à leur charge d'entraînement et à leurs besoins en termes de protection. Les résultats peuvent aussi souligner l'intérêt de pratiquer l'entraînement croisé et de ne pas s'entraîner à pied trop fréquemment. La même année, Malissou et collaborateurs, donc en 2016, se sont intéressés à l'effet de l'intégration du contrôle de la pronation et de la supination dans une chaussure sur le risque de blessure en course à pied. Contrairement aux études qui comparent encore une fois chaussures minimalistes et traditionnelles, cette étude a là encore isolé un seul paramètre, à savoir le contrôle, pronation et supination, pour examiner si ce paramètre seul influence la survenue de blessures chez des coureurs réguliers. L'étude a regroupé 372 participants et participantes, tous courant au moins une fois par semaine et sans antécédent de blessures récents. Chaque coureur a reçu une paire de chaussures aléatoirement, soit avec un contrôle du pied, soit une chaussure qui était dite neutre. Les auteurs ont utilisé le Foot Posture Index pour catégoriser les participants selon leur morphologie du pied, à savoir neutre, pronatrice ou surpronatrice ou sursupinatrice. Pour info, le Foot Posture Index est un outil validé scientifiquement qui permet de catégoriser la morphologie d'un pied dans une case ou une autre. C'est pas optimal évidemment, mais dans certains contextes c'est utile. La durée de l'étude était là aussi de 6 mois pendant lesquels les coureurs et leurs éventuelles blessures ont été minutieusement suivis. Au total, et comme dans leur autre étude de 2014, 25% des participants se sont blessés pendant les 6 mois de l'étude. Parmi ceux qui portaient des chaussures neutres, 32% ont signalé des blessures, contre seulement 18% dans le groupe portant des blessures contrôlant la pronation et la supination.
Cette différence était statistiquement significative, soulignant que les chaussures avec un contrôle de pronation et de supination réduiraient le risque de blessure. Mais je vous propose de ne pas nous arrêter à cette conclusion. En effet, leurs analyses supplémentaires ont révélé que cet effet protecteur des chaussures avec contrôle de la pronation et de la supination n'était en fait significatif que chez les coureurs pronateurs, et disons même surpronateurs. Dans ce groupe, les chaussures avec un contrôle de la pronation ont diminué le nombre de blessures. En revanche, les coureurs avec une morphologie du pied dite supinatrice ou neutre n'ont pas observé ces bénéfices en particulier. Aussi, le choix d'une chaussure avec contrôle de la pronation pourrait être intéressant uniquement pour les personnes avec une morphologie de pied dite pronatrice. Personnellement, j'aurais même tendance à ajouter que ce choix devrait surtout se faire si des chaussures dites classiques engendrent des gênes, des douleurs ou des blessures. En l'absence de ces dernières, il me semble plutôt raisonnable de penser qu'aucune recherche spécifique de ce type de contrôle n'est nécessaire et que des chaussures dites classiques pourraient convenir. Petite pause dans cet épisode. Si ce Scientific Day vous plaît, je vous invite à aimer la vidéo, la commenter, la partager et vous abonner à ma chaîne en activant les notifications pour ne rater aucune de mes publications. Je vous invite également à vous rendre sur le site courirmieux.fr où vous retrouverez cet épisode au format article avec toutes les références scientifiques mentionnées. Si vous souhaitez que je vous accompagne durant vos entraînements, rendez-vous sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et de nombreuses autres plateformes où vous retrouverez tous mes contenus au format podcast. Pour celles et ceux qui souhaitent suivre les coulisses de Courir Mieux, mes aventures sportives, mes entraînements et également découvrir d'autres contenus, vous pouvez me retrouver sur Instagram à @courirmieux. Et enfin, pour les plus assoiffés de connaissances, on se retrouve sur le Patreon de Courir Mieux où, contre une petite participation financière qui me soutient, vous aurez accès à des vidéos exclusives, des échanges avec ses membres et moi-même et à la possibilité de poser vos questions à mes invités. Tous les liens sont dans la description, la pause est terminée, on retourne à ce Scientific Day. Je vous propose maintenant de parler un petit peu du confort. Tout comme Fuller et Al en 2014, Van Alsnoy et Al en 2023 se sont intéressés au coût du déplacement puisqu'il s'agit d'un des facteurs clés de la performance en course à pied et en trail. Ces chercheurs ont exploré si un confort accru des chaussures pouvait influencer positivement ce paramètre. Leur hypothèse étant que des chaussures plus confortables pourraient réduire l'activité musculaire et la fatigue, améliorant donc les performances à travers un coût du déplacement réduit. Leur méta-analyse s'est concentrée sur 4 études sélectionnées, seulement 4 disponibles, incluant des modèles récents de chaussures. Cette équipe a comparé le coût du déplacement à une vitesse de course généralement sous-maximale dans des conditions spécifiques. Les participants portaient soit des chaussures peu confortables, soit des chaussures neutres ou habituelles, soit des chaussures jugées confortables. Parmi ces chaussures, on retrouvait des modèles avec par exemple un amorti amélioré, un ajustement, un fit donc personnalisé, ou tout simplement les chaussures préférées des coureurs parmi plusieurs options proposées lors de la passation de l'étude. Les résultats montrent de manière cohérente que les participants qui portaient des chaussures qu'ils considéraient comme confortables démontraient également un coût du déplacement inférieur. Autrement dit, il était meilleur par rapport à celui observé avec des chaussures jugées moins confortables. Cette tendance était homogène entre les études, soulignant une certaine robustesse, une certaine constance des résultats. Bien que ces preuves suggèrent une association entre le confort des chaussures et une amélioration de l'économie de course, les auteurs appellent à la prudence. En effet, le nombre limité d'études, 4 seulement, et le faible nombre de participants dans chaque étude limitent la portée, l'applicabilité, la généralisation possible des conclusions. Cependant, je voudrais noter que la force de cette méta-analyse réside dans le fait qu'elle intègre des modèles récents, offrant ainsi des conclusions pertinentes vis-à-vis du marché actuel des chaussures de running, des chaussures qu'on peut trouver actuellement sur différents sites de revendeurs. Des études supplémentaires avec des échantillons plus larges sont nécessaires, effectivement, pour confirmer ces résultats et explorer davantage l'impact du confort sur la performance. Maintenant, je vous propose de parler des plaques carbone. Les chaussures à plaques carbone ont marqué un tournant dans les chaussures de running, notamment avec l'introduction des Nike Vaporfly, apparus pour la première fois lors du projet Breaking 2. Breaking 2, c'était le projet qui avait pour but de tout mettre en place en termes d'entraînement, de nutrition, de matériel pour passer sous les 2 heures sur un marathon, ce qui a été réalisé par Kipchoge. L'innovation de ces chaussures réside dans l'intégration d'une plaque en fibre de carbone dans la semelle intermédiaire sur généralement toute la longueur de la chaussure. C'est un changement radical par rapport aux plaques qui sont situées uniquement à l'avant du pied, des modèles précédents qui sont rarement utilisés mais qu'on a connus précédents. Il y a des années, il y avait déjà des chaussures avec des plaques carbone positionnées uniquement sur une moitié de chaussure.
Et ces nouvelles plaques en fibre carbone sont la plupart du temps combinées avec des mousses modernes à fort retour d'énergie pour optimiser la force de réaction au sol. Tout ça, c'est ce qu'on appelle les super shoes. L'objectif de cette combinaison, c'est de réduire le coût du déplacement, donc d'améliorer la performance des coureurs. Les plaques carbone fonctionnent en augmentant la rigidité longitudinale de la chaussure. Ça signifie qu'elles limitent la torsion de la chaussure pendant la course, ce qui réduit la dépense énergétique à chaque foulée. La rigidité longitudinale d'une chaussure, c'est en fait sa capacité à se tordre de l'avant de la chaussure vers le talon, de la tordre du coup sur elle-même, en U. Cependant, l'efficacité des plaques carbone semble dépendre de plusieurs facteurs comme la forme, le positionnement et le type de plaque, incurvée ou plate, intégrale ou partielle. Les premières études sur ce sujet avaient rapporté une amélioration du coût de déplacement qui pouvait aller de 2 à 4%. La méta-analyse que je vous présente ici vise à explorer de manière plus spécifique, plus précise, plus robuste, cet effet en considérant également d'autres paramètres comme le poids des chaussures et la vitesse de course. Pour réaliser cette méta-analyse, les chercheurs ont analysé les résultats de 12 études fiables avec un haut score de qualité. C'est important à souligner. Ces études comparaient des chaussures standards, dites contrôle, à des chaussures équipées de plaques carbone qui augmentaient la rigidité longitudinale. Les paramètres mesurés incluaient le coût du déplacement, mais aussi des variables biomécaniques comme la longueur de la foulée, la fréquence de pas et le temps de contact au sol. Les participants étaient majoritairement des hommes en bonne santé, sans blessures récentes, et ils ont parfois été testés à différentes vitesses de course. Les analyses statistiques confirment que, toute étude confondue, en moyenne, les chaussures à plaques carbone permettent une réduction significative du coût du déplacement. En moyenne, le coût énergétique moyen avec une chaussure à plaques est 2,2% inférieur comparativement à des chaussures neutres pour une même vitesse de déplacement. Cette réduction était homogène, ce qui souligne l'impact positif de l'augmentation de la rigidité longitudinale sur le coût du déplacement. Mais cette étude a également réalisé d'autres analyses. Et ces dernières montrent, par exemple, une augmentation significative du temps de contact au sol et une longueur de foulée plus importante avec les chaussures à plaques carbone. D'autres analyses encore, de sous-groupes, ont montré que toutes les plaques carbone ne se valent pas. Les plaques incurvées, couvrant toute la longueur de la chaussure, offrent une amélioration en moyenne de 3,45% du coût du déplacement, contre 2,2% pour les plaques dites plates, non incurvées. Il est d'ailleurs intéressant de noter que cette amélioration de 2,2% pour les plaques carbone plates n'est pas significative, contrairement à celle discutée juste avant pour les plaques incurvées. Les plaques incurvées semblent donc mieux accompagner le mouvement naturel du pied, ce qui permet là de réellement optimiser l'efficacité du retour d'énergie. De plus, les plaques limitées à l'avant du pied n'ont pas montré d'effet significatif. Cette méta-analyse souligne donc que l'efficacité d'une plaque carbone ne se retrouve que, en tout cas sur l'économie de course, que lorsqu'elle recouvre l'intégralité de la chaussure, l'ensemble de la semelle. Ces auteurs soulignent aussi que le poids de la chaussure, avec ou sans plaque, est un facteur important. En effet, les gains liés aux plaques carbone sont plus prononcés avec des chaussures globalement légères. Cependant, les améliorations sont tout de même présentes lorsque le poids de la chaussure augmente. Ça signifie que la présence de la plaque parvient à compenser, dans une certaine mesure, l'augmentation du poids de la chaussure. Enfin, l'effet des plaques carbone sur le coût du déplacement est observé à toutes les vitesses de course considérées dans cette étude. Cependant, les bénéfices sont plus marqués à des vitesses élevées. Par exemple, aux plus hautes vitesses, on peut avoir jusqu'à 3,50% d'amélioration significative en moyenne contre 1,50% en moyenne à des vitesses plus basses. Cette méta-analyse, elle montre clairement que les chaussures équipées de plaques carbone apportent un bénéfice significatif et non négligeable, comme il est parfois entendu, en termes de réduction du coût du déplacement. Toutefois, l'efficacité des plaques carbone dépend fortement, comme on l'a dit, de leur forme et de leur positionnement. Les plaques incurvées couvrant toute la semelle intermédiaire s'avèrent être les plus performantes, alors que les plaques partielles ou plates offrent moins d'avantages. Je trouve intéressant de noter que les résultats de cette méta-analyse sont en accord avec ceux de Joubert et Jones en 2022, qui avaient déjà montré que la présence d'une plaque carbone améliore généralement le coût du déplacement, mais que toutes les chaussures à plaques ne sont pas égales. Ils avaient comparé 7 paires de chaussures avec plaques disponibles sur le marché et ils avaient trouvé une réelle amélioration de ce coût chez seulement 3 de ces 7 chaussures. Cela laisse entendre que la conception et la façon d'intégrer une plaque dans la chaussure sont déterminants pour maximiser l'efficacité de ces dernières. Avoir une plaque carbone dans la chaussure ne suffit pas, la construction globale de la chaussure doit respecter des critères spécifiques pour garantir les bénéfices attendus par ces plaques. On reviendra très largement sur ce point, également dans la partie 3 de ce Scientific Day avec mon invité Guillaume Raoult. En résumé, choisir la bonne chaussure de trail peut s'avérer compliqué.
L'étude de Fifeal en 2024 a montré que les coureurs se fient souvent au confort d'accueil, le confort ressenti en magasin, et aux conseils des vendeurs, bien que ces recommandations ne soient pas toujours fondées scientifiquement. Cela souligne la difficulté pour un coureur et une coureuse de trouver la paire idéale du premier coup. Et il me semble donc intéressant d'acquérir de bonnes connaissances sur les caractéristiques techniques des chaussures et leurs effets réellement démontrés dans la littérature scientifique pour mieux orienter nos choix. Le poids des chaussures, comme on l'a dit, joue un rôle crucial dans l'économie de course. Comme discuté, les études montrent qu'une chaussure plus légère réduit la consommation d'oxygène et améliore la performance. Cependant, en ultra-trail et en trail long, des chaussures plus lourdes peuvent offrir une meilleure protection et un meilleur confort, surtout lorsque la fatigue s'accumule. Il me semble donc préférable de privilégier des chaussures légères pour des courses courtes, mais de considérer des modèles plus protecteurs pour des épreuves longues. Le drop de la chaussure, comme on l'a dit, la différence de hauteur entre le talon et l'avant du pied, est également un facteur à prendre en compte. Les coureurs occasionnels bénéficieraient des petits drops en termes de prévention des blessures, donc des drops entre 0 et 6 mm, qui favoriseraient une foulée protectrice et la musculation du pied. En revanche, pour les coureurs réguliers avec un volume d'entraînement plus élevé, un drop plus haut, par exemple de 10 mm ou de 6 mm, réduirait le risque de blessure en diminuant les contraintes sur les muscles et les tendons, au niveau du pied en tout cas. Donc choisissez un drop adapté à votre pratique et à votre expérience. Le confort est un critère souvent subjectif, mais essentiel pour la performance et la prévention des blessures. Des chaussures qui épousent bien la forme du pied avec un amorti suffisant améliorent l'économie de course. Pour bien choisir, il est conseillé de tester, d'essayer plusieurs modèles et d'opter pour celui qui vous semble le plus confortable lors de vos entraînements. Un bon ajustement, un bon fit et une sensation d'harmonie avec le pied sont souvent de bons indicateurs d'une chaussure qui vous convient. Les plaques carbone présentes dans certaines chaussures de trail augmentent la rigidité longitudinale et réduisent le coût du déplacement. Les plaques incurvées sur toute la longueur de la chaussure semblent les plus efficaces, surtout à de hautes vitesses. Si vous recherchez un gain en performance et une meilleure propulsion, alors vous pouvez envisager d'opter pour un modèle avec une plaque carbone incurvée et présente sur l'entièreté de la chaussure. Concernant le contrôle de la pronation et de la supination, ou devrais-je dire de la surpronation et de la sursupination, pour ceux qui ont des pieds pronateurs ou surpronateurs, choisir une chaussure avec un contrôle de cette pronation pourrait prévenir les blessures. Les chaussures neutres conviennent souvent à la majorité des coureurs, mais si vous avez une morphologie spécifique du pied et que vous ressentez des douleurs ou des gênes, privilégiez des modèles qui offrent ce support. Il est important d'écouter les signaux dans votre corps et dans votre pied et d'ajuster vos choix en fonction des sensations ressenties pendant la course. Pour vous guider en partie dans ces choix, je vous propose de regarder un petit peu les tests matériels que je réalise sur YouTube, sur la chaîne YouTube de Courir Mieux avec de nombreuses chaussures qui sont passées au peigne fin. C'est tout ce que j'avais à vous raconter pour cette partie 1 de ce Scientific Day, mais je vous propose de nous retrouver dès la semaine prochaine pour la partie 2 avec Guillaume Raot, mon invité, dans laquelle je reviendrai sur tous les éléments que j'ai discutés dans cet épisode de manière plus détaillée et plus spécifique en utilisant son expertise pour encore mieux comprendre les chaussures. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous a aidé, éclairé, guidé vers des réponses, inspiré ou simplement diverti. Il a été rendu possible grâce au soutien de mon partenaire Nutrition for Endurance, qui propose une large gamme d'excellents produits de nutrition sportive comme des gels énergétiques, des boissons sportives et des bars. Personnellement, je vous recommande le Endurance Energy Unit Gel saveur citron et le Energy Unit Drink saveur pastèque qui, en plus d'être bons, ont une composition cohérente avec la littérature scientifique. Si vous souhaitez utiliser les mêmes produits que moi pour vos entraînements et vos courses, ou d'autres, je vous invite à vous rendre sur forendurance.fr. Le lien est dans la description. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode, et n'oubliez pas que selon Edwards Deming, sans donner à l'appui, nous ne sommes qu'une personne de plus avec une opinion.